Gérard Arnault, Monsieur Bolloré, Arnaud Lagardère, t'es Serge Dassault, Patrick Drahi, Monsieur Bouygues, Xavier Niel. Alors que les médias traditionnels sont de plus en plus critiqués et délaissés par une partie toujours plus importante de la population, l'avènement d'Internet et de ses rejetons, les réseaux sociaux, a été vu comme une aubaine pour notre démocratie, un Eldorado de la liberté d'expression et du pluralisme politique, grâce auquel découlerait une Agora 2.0, parfaite pour l'exercice démocratique et ce, pour chaque citoyen. Mais avec maintenant près de 30 ans de recul et d'utilisation de ces nouveaux outils, cette belle idée qui découlait de l'utilisation des réseaux sociaux s'est-elle réellement concrétisée? Et surtout, a-t-elle aussi engendré de nouveaux dangers en lien avec l'exercice démocratique? Eh bien, après cette introduction digne des meilleures dissertations de lycéens au bac de philo et toutes ces interrogations qui en découlent, voici venu le 6e ODD de cette chaîne, qui porte, je vous le donne en mille, sur les dangers potentiels qu'amènent les algorithmes au centre de tous nos réseaux sociaux sur notre vision du débat politique, et par conséquent, de notre démocratie. Avant de débuter cette vidéo, je vous invite juste à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et de laisser un pouce bleu après le visionnage de cette vidéo s'il vous a semblé que ce que je disais n'était pas trop idiot. Je vous remercie d'avance pour le soutien que vous allez m'apporter, et maintenant, place au 6e ODD. Dans un premier temps, pour mieux cerner les causes des écueils qui découlent de l'algorithmie des réseaux sociaux, il est nécessaire de comprendre dans quel état sont aujourd'hui nos médias dits traditionnels. Alors, à moins que vous viviez dans une communauté amish ou que vous votiez LREM, vous seriez d'accord, ou du moins vous auriez constaté, que le respect des principes démocratiques et de la charte de Munich au sein de ces médias n'est plus qu'une franche rigolade. Parce qu'entre un service public ne mettant en valeur qu'une seule idéologie et donc ne respectant plus son devoir de pluralité, des journalistes qui ont délaissé leur profession pour devenir des militants rémunérés, des chaînes d'information en continu devenues des organes de propagande d'État, une censure systématique des idées orthodoxes qui ferait rougir Kim Jong-un, des chaînes militantistes et un paysage médiatique français détenu dans sa très grande majorité par une poignée de milliardaires qui utilisent le pouvoir d'influence de masse de leur nouveau joujou à des fins personnelles jusqu'à biaiser l'entièreté d'une élection présidentielle ou d'un référendum. Il y a de quoi se poser des questions sur la légitimité de ces médias à être encore vus comme les garants d'une démocratie saine en jouant le rôle de contrepoids et à ces journalistes de se réclamer d'une certaine neutralité axiologique. Et ces questions, de plus en plus de personnes se les posent. Et c'est d'autant plus malheureux ou merveilleux, ça dépend du point de vue, que ces mêmes personnes ont des sensibilités politiques extrêmement variées entre elles. En d'autres termes, ces critiques des médias traditionnels se font aussi bien à l'extrême gauche, à gauche, à droite, à l'extrême droite, que par des mouvements apolitiques ou apartisans comme les Gilets jaunes, et ce qui est vu par certains comme un immense foutage de gueule médiatique a atteint un tel point aujourd'hui que beaucoup ont déserté ces médias. Et qu'est-ce que l'on fait lorsque quelque chose ne nous convient plus? Exactement, on va voir la concurrence. Et c'est en partie dû à ce phénomène de rejet des médias traditionnels que les médias dits alternatifs sont de nos jours en plein essor. Car effectivement, aujourd'hui, ce sont des milliers de médias alternatifs et indépendants qui voient le jour. Même si ces derniers peuvent toujours prendre le format de médias traditionnels, chaîne télé, journal, station de radio, une grande majorité d'entre eux ont opté pour un format de chaîne en ligne, hébergé par un ou plusieurs réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter ou autres. Plus de liberté, moins de contraintes financières, une plus grande visibilité auprès des jeunes, ces avantages ont permis à de nombreux médias indépendants ou de chaînes indépendantes de développer leur structure et de laisser libre cours à la diffusion d'idées, d'opinions ou encore d'analyses jamais mises en avant dans les médias traditionnels, ce qui ne peut être que bénéfique à une démocratie digne de ce nom. Et évidemment, ces nouveaux médias attirent de plus en plus de personnes séduites par cette alternative. Alors que les médias traditionnels ne donnent très souvent qu'une seule vision des actualités, orientée selon l'idéologie qui prime sur leur ligne éditoriale et qui est à peu près la même pour toutes les chaînes câblées, avec quelques exceptions près, la quantité de médias alternatifs ou de chaînes politisées sur les réseaux sociaux est telle que l'entièreté du spectre politique est couvert. Tout courant de pensée est donc représenté. On peut citer par exemple Blast, Le Média, Pas du Stream pour la gauche et l'extrême gauche, Livre Noir, Boulevard Voltaire, la chaîne de Georges pour la droite et l'extrême droite, Je suis pas content TV, Le Média pour tous, TV Liberté, Juste Milieu, Le Crayon, ou même la chaîne de l'UPR, chaîne YouTube d'un parti politique la plus regardée en France, mais qui est à contrario complètement censurée dans les médias de masse. Parce que de nos jours, plusieurs partis politiques très peu, voire jamais invités sur les médias traditionnels, sont contraints de recourir à ces nouveaux outils pour exister dans le paysage politique français, ce qui n'est pas acceptable et révoltant dans un pays qui se dit démocratique. Mais fort heureusement, ces nouveaux médias politiques indépendants offrent aujourd'hui une alternative crédible aux médias traditionnels. Même si ces premiers ont aussi un parti pris politique, leur vaste nombre permis par la liberté offerte par les réseaux sociaux assure une pluralité politique, ce qui n'est pas le cas dans les médias traditionnels. Chacun a désormais la possibilité de consulter ce qu'il veut, conformément à ses préférences politiques, ce qui néanmoins engendre un problème majeur pour notre démocratie,
sujet de cette prochaine partie. Qu'on soit bien clair, le problème ne vient absolument pas de ces nouveaux médias, mais de la conception des réseaux sociaux et plus particulièrement des algorithmes les régissant. Comme on l'a vu précédemment, ces chaînes indépendantes permettent à tous de consulter des médias ayant une ligne éditoriale identique à ses opinions politiques, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le problème est que les réseaux sociaux et leurs algorithmes sont programmés de telle sorte à affiner les contenus suggérés pour chaque utilisateur, selon ses préférences et selon ses anciennes recherches. Et cette personnalisation d'un point de vue des GAFAM est tout à fait logique. Les entreprises derrière ces plateformes recherchent un profit maximal, et un bon moyen d'y parvenir est d'inciter leurs utilisateurs à rester le plus longtemps possible sur leur plateforme afin de maximiser leur durée de visionnage de contenu, donc de maximiser leur nombre de publicités, et donc de finalement maximiser leurs revenus publicitaires. Et la meilleure façon de faire est de proposer le contenu que chaque utilisateur préfère, ce qui est le boulot des algorithmes. Pour les autres types de contenus, cette pratique ne pose aucun problème. Si une personne aime le contenu sportif, les algorithmes lui suggéreront ce contenu, et tout le monde est content. Mais lorsque ce contenu s'apparente à de l'information ou à de la politique, cela pose un énorme problème, car dans ce cas précis, l'utilisateur risque de tomber dans ce que l'on appelle une bulle de filtre. Idée théorisée par Eli Pariser, militant et essayiste américain, celle-ci dénonce l'isolement intellectuel causé par le filtrage de contenu engendré par l'algorithmie des réseaux sociaux, qui en voulant nous proposer uniquement des contenus à notre goût, qui se conforment ici à nos opinions politiques, masque la potentielle visibilité que nous pourrions avoir des autres contenus, jusqu'à nous enfermer dans une bulle filtrante. Et les conséquences de ces bulles de filtre sont catastrophiques pour, d'une part, les internautes qui consomment des contenus politiques sur les réseaux sociaux, et pour, d'autre part, une démocratie saine. J'ai pu dégager ce qui est, selon moi, les 3 dangers principaux liés à ce problème. D'abord, il y a selon moi un risque de distorsion de la réalité. En effet, ces bulles de filtre éjectent tout contenu allant à l'encontre de nos préférences, et donc ici de nos affinités politiques, pour ne plus suggérer que les contenus en adéquation avec nos idéaux. En plus d'avoir déjà un a priori positif sur les informations ou les analyses véhiculées par le contenu que l'on consomme, s'ajoute aussi le fait que l'on côtoie uniquement d'autres internautes qui sont d'accord avec nous, ce qui nous conforte encore plus à croire ou à valider ce que l'on regarde. On est ainsi piégé dans une chambre d'écho qui ne fait que résonner nos opinions déjà acquises, et pas celles de nos détracteurs. Ainsi, en plus de n'avoir accès qu'à une seule vision de la réalité, qui plus est biaisée, nos préférences nous poussent à ne jamais remettre en cause ce que l'on visionne, ce qui peut in fine conduire à une vision complètement distordue de la réalité. On retrouve ironiquement une des critiques principales des médias traditionnels en passant. Un des exemples criants de ceci est la dernière élection présidentielle. Prenons Éric Zemmour par exemple, très présent sur les réseaux et notamment sur YouTube. Si vous lisez les commentaires sous ses vidéos de campagne, vous verriez que tous ses supporters étaient persuadés de gagner cette élection et d'écraser en passant Marine Le Pen. Tombés dans une chambre d'écho, ces militants ne parlant plus qu'entre eux, ils ont eu une vision distordue de la réalité, qui ne leur montrait plus que ce qu'ils voulaient voir. Et c'est pareil avec Jean-Luc Mélenchon. Tous ces détracteurs ne visionnant que du contenu le critiquant, ceux-ci les avaient persuadés que celui-ci n'allait même pas faire plus de 10% au premier tour, sans jamais s'intéresser à ce qui se passait à gauche. Résultat, Mélenchon a fini 3e en talonnant de près Marine Le Pen, même si effectivement dans ce cas, d'autres facteurs sont à prendre en compte, et notamment le phénomène de vote utile. Mais ça a laissé quand même bouche bée beaucoup de personnes. Le second danger, qui est en réalité étroitement lié au premier, est l'hystérisation du débat. Je pense que tout le monde aura remarqué qu'il est presque devenu impossible aujourd'hui d'avoir un débat sérieux, sans insultes ni attaques personnelles, facho d'un côté, gauchiste de l'autre, et ce même sur des sujets qui ne sont pas problématiques. Et ça, ce n'est dû qu'aux bulles filtrantes et aux chambres d'écho. En étant toujours confrontés aux mêmes opinions, que l'on partage par ailleurs, ceci nous persuade d'avoir raison, d'être dans le réel. Comme les seules personnes avec qui l'on discute de ces sujets sont toujours d'accord avec nous, il est très facile de confondre le reste de la population avec ces personnes. Plus on reste dans ces chambres d'écho, plus notre tolérance à la contradiction diminue, puisque nous ne sommes plus familiers avec celle-ci. Et surtout, nous sommes sûrs d'avoir raison, et que nos détracteurs, eux, n'ont plus seulement une autre opinion que la nôtre qui peut elle aussi être pertinente, mais qu'ils ont faux sur tout, qu'ils ne vivent même plus dans la même réalité que nous. Devenus intolérants à la contradiction, l'on s'offusque, l'on insulte, l'on devient même dans certains cas violent. Bref, l'on ne débat plus. Et enfin, le dernier danger qui est la synthèse de tout ce qui a été dit précédemment est évidemment la menace de tomber dans une démocratie défaillante. Ne plus être confronté aux idées des autres, ne plus se remettre en question, refuser tout débat pour seulement tomber dans l'insulte sont des choses complètement incompatibles avec un régime démocratique, dans lequel tous les citoyens sont censés participer aux décisions publiques et à la vie politique, notamment en débattant et en s'informant. Pour conclure cette vidéo, bien que je ne veux faire la morale à personne car je suis moi-même personne, je vous invite, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit bien sûr, à tout de même essayer de consulter de temps en temps du contenu allant à l'encontre de vos convictions. Même si je sais que c'est compliqué et qu'au début, on a même l'impression d'être tombé dans une dimension parallèle. C'est l'un des seuls moyens pour ne pas tomber dans ces écueils. Ça vous permettra aussi d'aiguiser votre argumentaire en ayant conscience des opinions de vos adversaires politiques, tout en vous permettant de remettre en question, ou pas, les vôtres.
Et comme d'habitude, je vous invite aussi à me donner votre point de vue sur ce sujet dans l'espace commentaire, pour ne pas que l'on tombe aussi dans notre propre bulle filtrante, et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà le cas. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!